Ketsia, la parole est à toi. Maintenant, raconte-nous un petit peu qui tu es, et quel a été ton parcours et comment tu te retrouves aujourd'hui à Givat Aviva. Pour commencer, bonsoir, enchantée de rencontrer tout le monde. Je m'appelle Ketsia, j'ai 22 ans et voilà, je suis française. Je suis actuellement en train d'étudier. Je travaille actuellement en tant que community educator ici en Israël, à Givat Aviva. Donc, ce que vous avez un peu vu sur la vidéo, même si c'était un peu vieux de quelques années. Mon parcours n'était pas forcément incroyable. J'ai étudié d'abord le droit international, ensuite lettres et LLCER anglais à la fac d'Orléans, là où j'habite, là où ma famille vit actuellement. Et après la période Covid, etc., où je me recherchais un peu, j'avais fait une pause dans mes études. Une de mes amies qui était déjà en contact avec CIE et qui est aussi en Israël actuellement, m'a contactée pour me proposer de passer des interviews pour pouvoir venir en Israël. À l'époque, je ne savais pas que j'allais directement travailler dans un internat, dans une boarding school. Mais voilà, l'idée, c'était de venir en Israël à l'aide de CIE. Et donc, j'ai rencontré Alexandre Vigne par la suite. Elle m'a donné ses coordonnées. Et j'ai été très, très intéressée par la manière dont il parlait du projet. Et juste le fait que c'est très accessible, parce que Israël, je pense que c'est un pays que, même si on entend pas mal de choses dans les médias, etc., c'est toujours ce pays que, oui, j'aimerais bien visiter, j'aimerais bien voir comment l'histoire a résisté aux guerres, à ce qui se passe aux alentours. Mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais y aller. Avec ma famille, on s'était toujours dit on y irait et finalement, ça ne se faisait pas. Et puis, avoir cette opportunité, tout d'un coup, ben, c'était vraiment incroyable. Et ensuite, on m'a proposé de venir dans un lycée international et rechercher justement des personnes qui avaient du coup minimum 22 ans, qui parlaient déjà anglais, qui étaient ben, une fille, une femme, et voilà, qui avaient de l'expérience avec des jeunes, avec des adolescents euh, auparavant. Et donc, du coup, j'ai dû passer plusieurs interviews via Zoom avec ma supérieure actuelle, Hadas, ensuite le directeur de l'école. Et puis, ben, comme vous voyez, ça s'est bien passé. Et, euh, et puis, j'ai dû attendre un peu avant d'arriver en Israël à cause de soucis de papier, etc. Mais j'ai fini par arriver en octobre. Et donc, depuis, je travaille ici euh, en tant que community educator, ce qui ne veut vraiment rien dire. Mon job est encore très flou. Mais si vous avez les questions, je vais pouvoir bien expliquer ce que je fais exactement ici. Voilà. Oui, vas-y, explique. En fait, Euh, c'est un internat, hein, donc toi, tu es là aussi à demeure. euh, et si je comprends bien, tu fais des journées bien remplies. Donc, raconte-nous un peu. donc, pour bien comprendre le terme de community educator, il faut savoir que nous avons les élèves, surtout les élèves qui sont boarding, c'est-à-dire les élèves qui vivent dans l'internat. Et donc, il faut savoir que de la journée donc de 8 heures à 17 heures, les élèves ils vont avoir leurs cours, ils vont être avec leurs professeurs, etc., sur le campus. Et que bah, le reste du temps, en fait, il faut aussi qu'ils soient encadrés, il faut aussi qu'on prenne soin d'eux, de leurs problèmes, de ce dont ils ont besoin pour leur chambre, etc. Enfin, et donc, ça va être le rôle de ma team. On s'appelle la Campus Life Team et la CLT, comme tout le monde l'appelle ici. Et donc, dans la CLT, nous avons les CE, les Community Educators. Donc, nous, on a un rôle qui fait qu'on est un peu plus proche des élèves et on a la responsabilité de s'occuper des problèmes qui peuvent être un peu plus graves ou un peu plus pressants, etc. On est par exemple les seuls membres de l'équipe qui peuvent donner des médicaments aux élèves et vérifier qu'ils respectent bien leur prescription, des choses comme ça. Et ensuite, dans l'autre partie de notre équipe, nous avons les CLAs. Donc, ce sont les gap years. Donc, ce sont tous les gens qui font un peu une année sympathique. Et ils sont tous très jeunes, 18, 19, 20 maximum. Et ils font aussi partie de notre équipe pour encadrer les jeunes, pour être là pour discuter de leurs problèmes, mais aussi
respecter en fait le planning qu'on a tout au long de la journée, donc être disponible dans le bureau qui est organisé pour notre équipe et pouvoir parvenir aux besoins des enfants. Donc, je ne sais pas s'ils ont besoin On a des pièces à utiliser pour la laverie. Les enfants, ils viennent vers nous. Ils ont besoin de décoration pour préparer une activité. Ils viennent vers nous. Et en général, un membre ou deux de notre équipe va aussi les aider, organiser les grandes soirées, les événements, même des fois les devoirs, même si c'est un niveau très élevé, le IB, le baccalauréat international. Et donc, pour parler un peu de nos horaires, donc moi, mon shift, donc mon temps de travail en général commence aux alentours de 1 heure ou 2 de l'après-midi. Et on va terminer le plus tôt, c'est 10 heures du soir. Et le plus tard, c'est 1 heure du matin. Et en fait, on a un peu un planning, comment expliquer? Je peux peut-être essayer de vous montrer notre planning, mais malheureusement, ce sera avec la caméra. Si vous pouvez vraiment voir. Donc ça, c'est la partie du matin, etc., de breakfast, etc. Donc les CLAs, les membres de mon autre équipe, ils sont là pour le matin ramener le petit déjeuner du dining hall, de notre espèce de grande cantine qui est pour tout le campus, que pas pour notre école, pas seulement pour notre école, pardon. Et voilà, amener... Oui, il y a une question? Non? Pardon. Donc, ils amènent, par exemple, le petit déjeuner de notre dining hall jusqu'à la cuisine qui est réservée pour les élèves et pour nous, les professeurs ou la CLT. Et juste pour que les élèves à proximité, en fait, ils aient la disponibilité quand ils se réveillent d'attraper un petit sandwich, une petite salade, un peu de céréales, etc. et juste aller en cours après. Et donc, nous, quand on arrive l'après-midi, donc ils ont déjà fait une partie des cours, etc. Quand on arrive, il est déjà 13 heures, etc. C'est après l'heure du déjeuner, qui est 12h30. Et il faut qu'on leur donne, par exemple, les médicaments qu'ils doivent prendre, les préparer pour leur prochain cours. Il arrive qu'il y a des élèves malades, donc il faut vérifier qu'ils ne fassent pas la comédie, ou alors si c'est grave, etc. Et vérifier s'ils ont la possibilité d'être excusés pour ne pas aller en cours, excused. Mais c'est tout un processus. En général, au début de la semaine, donc pour nous, c'est du dimanche au mercredi, on a aux alentours de 16-17 heures, on a ce qu'on appelle des CAS, c'est-à-dire Creativity, Activity and Service. Donc, ce sont des activités qui sont essentielles à leur diplôme de baccalauréat international, c'est obligatoire. Et nous, la CLT, mais aussi des élèves, sont les membres qui vont animer en fait ces CAS. Donc, par exemple, football CAS. Donc, ce sera peut-être 1 ou 2 heures de football et c'est possible que ce soit un élève qui soit le leader de ce CAS, donc qui soit responsable de l'endroit là où ça se passe, quand les horaires, que tout le monde qui soit inscrit vienne et soit à l'heure et qu'on vérifie que les gens qui sont inscrits soient tous présents. Et voilà. Et donc, nous, les membres de la CLT, de la Campus Life Team, on a chacun des CAS qui nous sont attribués. Par exemple, le mien, ça s'appelle Cindiana. Et en fait, sur notre campus, il y a notre école, nos bâtiments, et il y a aussi une école à côté qui s'appelle Cindiana. Et c'est une école avec des jeunes arabes. Et le CAS, mon activité, c'est l'idée d'amener quelques élèves de notre école et avoir une petite session, même d'1 heure, où on leur apprend l'anglais. Et la manière dont on le fait, c'est totalement notre responsabilité. Donc, techniquement, je ne suis pas l'unique leaduse de ce CAS. Il y a aussi 2 élèves avec moi. Et on essaie d'animer des sessions avec des jeux, mais des jeux qui vont être éducatifs et qui vont faire en sorte que les élèves apprennent en fait quelques mots, reconnaissent quelques mots, améliorent leur anglais. On organise des interviews, des speed dating, enfin, tout type d'activités qui peuvent être fun, stimulantes pour des enfants qui sont un peu plus jeunes. Eux, ils ont 13 ans. Et
et voilà. Et, voilà. Et donc, pour continuer un peu, donc en général, le dîner ici sur notre campus, c'est aux alentours de 18h30, où on va tous au dining hall qui est un peu plus loin du coup sur le campus. Donc la soirée commence ensuite et à partir de 23h jusqu'à minuit, on a sur notre campus quelque chose qui s'appelle in-house, ce qui signifie un peu le curfew, donc le moment où ils doivent être dans leur bâtiment, c'est les moments où c'est la fin de la journée. Donc, on vérifie qu'ils soient bien dans leur chambre. Les CI, nous, on passe dans chacune des chambres de chacun des bâtiments et voilà, on leur dit bonne nuit, on vérifie que tout le monde est rentré, on prend des nouvelles, on papote, etc. Et voilà, l'idée, c'est qu'ils soient soit dans leur chambre, soit devant leur bâtiment, ou soit pour les plus âgés, les 10 tout, ceux qui ont 17 ans, qu'ils soient dans le Learning Center, donc le bâtiment qu'on a qui est réservé à la question d'études, etc. Et voilà. Et donc, à minuit, on vérifie que voilà, tout le monde est dans sa chambre, tout le monde est reparti dans son bâtiment et que voilà, c'est le moment où ils font dormir. Et donc, il y a toujours un CI et un CLA, donc deux membres de notre équipe qui restent tard le soir jusqu'à 1h pour vérifier que tout se passe bien et que s'il y a une urgence, on est présent. Alors, parle-nous un peu des activités extrascolaires que tu as pu contribuer à organiser ou peut-être dont tu as eu l'initiative. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir le post que M. Vin avait posté du coup sur le Instagram de Cieux, mais j'avais pu partager certaines activités que notre équipe avait organisées à l'aide parfois d'élèves et qui sont des moments très significatifs sur le campus, vraiment qui animent notre vie de tous les jours. Donc, en octobre, on a organisé quelque chose qui s'appelle le Culture Carnival, donc le carnaval du coup des cultures. Et donc, chacun avait l'opportunité de préparer la nourriture de son pays, de s'habiller en tenue traditionnelle, de préparer une petite entrée. En fait, on s'est mis devant... Voilà. Alors, ça, c'est le Climate March. Il va falloir monter un peu plus haut, je pense. Mais voilà, vous avez par exemple là des enfants, une éthiopienne, vous en avez une autre, deux enfants qui viennent de... Oh, j'ai oublié le pays, pardon. Liberia. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français. Mais... Libéria. Liberia. Et voilà, et chacun, en fait, avait la possibilité de défiler et d'exposer un peu sa culture. Et ensuite, on avait nos stands avec notre nourriture. Et puis, chacun venait goûter la nourriture de tel pays, de tel pays, tel pays, tel pays. Ensuite, la Climate March, que vous pouvez voir sur l'écran. Peut-être qu'on va monter un tout petit peu. Et donc, ça, ce n'était pas forcément organisé par notre... Oh, quelqu'un qui disait quelque chose? C'était pas organisé du coup seulement par Givatra Viva, le lycée international, mais c'était un événement commun qui se passait à Tel Aviv. Et donc là, c'est tous les membres de notre équipe, ainsi que les élèves surtout, qui ont pu participer. Et voilà, c'était vraiment un rassemblement un peu des écoles, des lycées à Tel Aviv, et voir en fait des jeunes qui s'investissent pour l'environnement et pour quelque chose qui les touche. C'était vraiment un très, très bon moment. C'était ma première fois d'ailleurs à Tel Aviv aussi. Voilà, ça se passait devant le Tel Aviv Museum. Il y avait une petite exposition. Et ensuite, on a marché pendant 1h, 1h30 dans les rues de Tel Aviv avec nos pancartes. Ok. Donc là, on a vu en passant des élèves qui viennent d'Éthiopie, du Libéria, etc. Tu as combien de nationalités là, parmi tes ouailles? Plus de 20 nationalités différentes. Enfin, c'est vraiment un environnement incroyable, là, ce Givatra Viva. Ouais. Et alors, comment ça se passe entre, on va dire, entre Israéliens et Palestiniens, par exemple, mais je sais aussi qu'il y a aussi des Ukrainiens et des Russes. Donc, comment ça se passe entre eux? Même, on a des Éthiopiens et des Vietnamiens, mais ils ne viennent pas des mêmes parties du pays, qui sont aussi en conflit. Mhm.
C'est, comme on disait au début de la réunion, c'est vraiment une bulle, Givat Aviva. C'est vraiment cet endroit où on essaye un peu d'oublier ce qui se passe dans le reste d'Israël et on essaye de vivre en communauté, en fait. Et pour vivre en communauté, il faut un respect, il faut une écoute. Donc, en général, les élèves s'entendent très bien. C'est très d'ailleurs impressionnant de voir que les élèves ukrainiens et russes sont amis. Il n'y a pas de question. Ils parlent une langue qui est similaire. Ah, vous dites quelque chose, Jacqueline, mais votre micro, il n'est pas activé. Oui, Jacqueline, mets ton micro. C'est la même langue. C'est ça, ils parlent la même langue. Et ils sont amis. Enfin, ils ont plein de choses en commun, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas de différence en soi. Et c'est quand même incroyable de le voir parce que c'est un des seuls endroits où, en fait, on peut voir que ils communiquent les uns entre les autres, mais il n'y a pas de différence entre nos élèves israéliens et palestiniens, même si il y a des appartenances qui sont différentes lors du Culture Carnival, comme je vous expliquais, et qu'ils ont mis une musique israélienne sur Tel Aviv. La moitié de nos élèves palestiniens, pour ne pas dire la plupart, sont tous allés danser, en fait, tous ensemble sur cette musique qui leur appartient, qui fait partie de leur culture, en fait. Et c'est vraiment un environnement qui est très, très différent de ce qu'on peut s'attendre en arrivant en Israël, etc. Mais les élèves communiquent et n'ont pas de difficulté en fait, à vivre ensemble. Bien sûr, je n'exclus pas le fait qu'évidemment qu'on a eu des moments difficiles, on a eu des dépassements, on a eu des blagues inappropriées, etc. Et parfois, la blague ou le sarcasme ne va pas passer par rapport à un autre enfant parce que tu ne connais pas l'expérience des uns et des autres. Mais au jour le jour, on arrive véritablement à bien s'entendre. Comme disait la fille au début de la vidéo qu'on a montrée, au début, ils ne savent pas très bien comment se comporter. Justement, ils arrivent avec leur bagage culturel, politique, etc., qui est passé par leur famille, par le pays où ils vivent. Donc, comment se passe la transition vers cette communauté qui se forme petit à petit? Oui, mais ce que je peux répondre, c'est que du coup, moi, je n'étais pas là à la rentrée de septembre. Donc, j'ai perdu quand même ce petit mois de transition pour quand est-ce que les élèves arrivent et qu'ils commencent à se sentir à l'aise sur le campus et par rapport à leur propre identité, etc. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est une période de transition, c'est une période… Ça dépend aussi des personnes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, ça va leur prendre tellement de temps à juste s'ouvrir, à aller voir d'autres élèves et communiquer. Et parce que aussi, l'anglais, ce n'est pas leur langue principale. Donc, du coup, aussi, il y a ça aussi à prendre en compte. Des fois, c'est difficile de communiquer, de se comprendre, d'avoir le même sens d'humour, etc. Et même d'assumer son identité, tout simplement. Ce sont encore des adolescents. Ouais. J'ai maintenant passer la parole. La communication est en anglais tout le temps? Oui. Oui. Mais bien sûr que enfin, je dirais que les 3/4 des personnes sur le campus parlent hébreu aussi, et aussi une grande partie parle, par exemple, arabe. Jacqueline, tu as une question, je vois. Une question, puisque vous vivez dans une bulle, quand vous avez été à la manifestation à Tel Aviv pour le climat, est-ce que vous aviez des banderoles marquées Givat Aviva en anglais, en hébreu et en arabe, ou seulement en hébreu? Et est-ce que vous avez pu faire connaître, puisque vous sortiez de votre bulle, là, pour une fois, faire connaître Givat Aviva comme ça? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et puis, j'admire, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne veux pas le savoir, mais il y a les enfants, il y a les jeunes, et on a l'impression
que vous êtes une vieille comme moi. Non, quand même pas. Mais c'est très touchant la façon dont vous avez sous votre protection ces plus jeunes ou encore plus jeunes. Alors, bravo. Merci. Pour répondre à votre question, en fait, ce qui s'est passé pour le Culture Carnival, c'est qu'on a eu quelques petites activités avec les enfants au préalable où on préparait des affiches en rapport avec voilà, le climat. Donc, je peux même vous montrer la mienne que j'ai encore. One Planet, No Second Chance. Bon, elle n'a pas très bien terminé. Mais tout ça pour dire qu'il y a des élèves qui ont fait des affiches en hébreu et beaucoup d'affiches en anglais, etc. Et quant à l'idée de faire connaître Givat Haviva, eh ben, quand on est arrivé sur place, on a reconnu des écoles, pas rivales, mais des écoles que Givat Haviva, que le directeur, ma responsable, Hadas, etc., connaissaient déjà et tout. Et donc, il y a des élèves qui ont parlé avec d'autres membres d'école, etc. Et c'était l'occasion de rencontrer non seulement de nouvelles personnes, mais aussi de faire un peu la différence, etc. Mais ouais, on a aussi pu discuter avec voilà, des gens qui étaient là de notre parcours, de notre école et aussi de notre provenance. Parce que quand les gens ils apprennent que je suis française, ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Rassurez-vous, quand j'étais au souk après la guerre de 67 et que je disais que j'étais française, on me disait « Mais non, vous êtes des pays arabes. » D'autres questions? C'est le moment. Pourquoi penses-tu, Ketsia, que on te dit, mais en tant que Française, on serait surprise que tu sois présente à Givat Haviva? Je pense que c'est une question d'image. Comme les Français ont une image d'Israël, les Israéliens ont aussi une image de la France. Pour eux, à part Paris, qu'est-ce que tu viendrais faire ici? Il n'y a rien de… Même si eux aussi, ils ont leur version décroissant, etc. Pour eux, c'est vraiment un univers qui est totalement différent. D'ailleurs, ils sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions. Justement, est-ce que tu peux parler de la culture française aussi, peut-être, déjà, comme c'était prévu dans ta mission de service civique? Oui. Et puis, je cherche aussi à organiser d'autres activités. J'aimerais bien organiser une espèce de première leçon de français, etc., avec les uns et les autres, mais c'est un peu compliqué à organiser avec les jeunes et aussi avec mon emploi du temps qui peut être parfois très, très intense. Mais ouais, par exemple, pendant le Culture Carnival, moi, je leur ai fait des crêpes à la française, etc. Et ils goûtaient pour la première fois et puis ils étaient en train de dire « Oh, ça ressemble à ça, ceci, etc. » Je leur disais « Voilà, vous pouvez mettre ceci dessus, je ne sais pas moi, du Nutella, vous pouvez mettre du sucre, etc. » Voilà ce que je leur proposais, etc. Et ils sont très, très curieux, tous ces élèves, par rapport à notre culture, par rapport à la langue, par rapport à… Il y a aussi un événement que je n'ai pas mentionné, mais qui était incroyable pour l'école, surtout pour moi, je trouve, la Coupe du Monde. Regarder les matchs de foot avec des élèves qui viennent du monde entier, c'était incroyable. J'étais la France. Je représentais la France. Allez, Mbappé. Ah oui, même encore aujourd'hui, Mbappé et les autres, j'en entends parler. Alors là, c'est sûr. Quand tu auras l'occasion de commencer un cours de français, je voulais te rappeler qu'il y a une douzaine de livres de bande dessinée Oui, qu'on a offerts, qui sont dans la bibliothèque du lycée. Donc, tu peux te servir de ça parce que l'image plus le texte, plus ton commentaire, ça fait quand même quelque chose d'un peu plus riche. Oui. Alexandre, Oui, mais je crois que Rosette a levé la main avant moi, alors je prends la parole. j'ai pas vu Rosette, pardon. Oui, moi, je voulais savoir, Ketia a parlé de blagues inappropriées, de choses comme ça, mais est-ce qu'il y a des situations vraiment conflictuelles? Et si oui, comment est-ce qu'elles sont travaillées? Comment est-ce qu'elles sont prises en compte?
Oui, ben, comme vous l'imaginez, c'est un lycée, mais un lycée où les élèves sont ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les situations conflictuelles, on en a, mais tous les jours. Et évidemment, il y a de la gravité, il y en a un peu moins. En général, ce qui se passe, c'est que, pour expliquer un peu la structure par laquelle, en fait, on gère un peu les enfants. Donc, pour notre équipe, pour la CLT, on est répartis avec un groupe d'enfants. Donc, pour les CI, on a un groupe d'enfants qui ont les… Alors, je n'ai pas expliqué les différents degrés de l'école, mais on a des élèves qui ont 15 ans, les PDP, 16 ans DP1, 17 ans DP2. Donc, pour les CI, on a un groupe d'enfants avec les DP1, les 16 ans, et un groupe d'enfants avec les DP2. Et on travaille également avec un mentor, donc ça va être un professeur qui travaille ici à l'école, ainsi qu'un des autres membres de notre équipe, les CLN. Donc, lorsqu'il y a un conflit, en fait, c'est toujours dans la structure de les groupes ça s'appelle advisory groups. Donc, ce sont nos groupes d'élèves. Donc, s'il y a un problème avec un élève, par exemple, Hadass ou Yuval, le directeur, vont contacter le CI et le mentor qui sont responsables de ce groupe d'enfants. Et donc, c'est dans cette bulle-là, dans cette structure-là qu'on va essayer de régler le problème. Et donc, il y a discussion entre mentor et CI et le directeur et ma responsable, etc. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut régler le problème. Est-ce qu'il faut qu'on rencontre les parents? Est-ce qu'il faut qu'on règle le problème seulement avec l'enfant? Est-ce qu'il y a des excuses à adresser à un autre élève? Est-ce qu'il y a d'autres élèves de d'autres différents groupes qui sont aussi concernés? Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut tous amener les uns et les autres avoir cette discussion en fait en groupe. Il faut savoir que sur nos structures, on a aussi school psychologist, genre une psychologue qui est responsable pour l'école, une psychologue, nous, pour notre équipe, mais qui aussi est disponible pour les professeurs, etc. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont la possibilité de nous aider et qui nous offrent aussi une autre approche si le problème est trop dur pour nous en tant qu'équipe d'éducateurs, etc. Mais c'est vrai que on en apprend beaucoup. Même pour moi, régler les conflits, parfois c'est juste un conflit entre une chambre et 3 enfants, mais c'est ma responsabilité et parfois le conflit va être beaucoup plus gros. Il faut que que la grande structure, l'administration soit mise au courant, etc. Et c'est aussi très intense. Et qu'est-ce que c'est un gros conflit, par exemple? On a eu… Qu'est-ce que je peux raconter? On en a eu plusieurs. Mais on a eu à un moment une dispute entre un élève juif et quelques élèves arabes. Et donc, chacun a essayé de blesser l'autre, pas physiquement, mais verbalement. Et du coup, voilà, toute l'équipe d'éducation était en fait devait en fait essayer de régler le problème, etc. Et essayer de aussi apaiser la tension, etc. Parce que non seulement il y a des conflits, mais les enfants vivent dans la même chambre. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien. Est-ce qu'Alexandra a une question, elle qui va bientôt faire partie de la prochaine promotion dans son kibbutz en Israël? Alors, ça sera, j'imagine, un travail très différent, mais est-ce qu'elle a des questions à poser à Ketsia qui a maintenant quelques mois d'expérience? Pour l'instant, merci. C'était très clair et c'était très intéressant de savoir ça avant mon départ, qui est jeudi matin, du coup. Bon courage. Je Merci. connais des gens qui travaillent au kibbutz Gezer. Ah oui, super. Oui. Tu as dit tout à l'heure, Ketsia, que la proportion des étudiants
des lycéens qui parlent hébreu est très importante, les 3/4, je crois, tu l'as dit. Et j'aimerais bien connaître la composition, en fait, de ces lycéens parlant hébreu. Est-ce que, par exemple, il y a un certain nombre d'Arabes israéliens qui ont appris l'hébreu au collège, notamment? Est-ce que ce sont, voilà, en fait, de manière générale, des non-juifs qui ont appris l'hébreu et pour mieux se préparer au lycée Givat Haliva? Ça, c'est une première question. Et puis, qui en découle, quel est leur projet d'avenir? Quels sont à chacun, quel est leur projet d'avenir? Est-ce qu'ils souhaitent rester en Israël? Est-ce qu'ils veulent s'intégrer? Est-ce qu'ils, d'ailleurs, ils y habitent déjà, peut-être? Quel est leur projet d'avenir? Pour quelles raisons ont-ils voulu faire cette formation et devenir des leaders, être formés à devenir des leaders au lycée Givat Haliva? Alors déjà, pour répondre à votre première question, en fait, c'est parce que, ouais, comme vous dites, par exemple, je pense à une élève qui est américaine, mais sa mère est israélienne. Donc, elle a un peu appris l'hébreu, mais enfin, elle parle quand même, ça veut dire un tout petit peu d'hébreu et l'anglais, etc. On a des élèves arabes, évidemment, qui parlent aussi l'hébreu, mais il y en a qui ne le parlent pas du tout. C'est vraiment comme c'est des combinaisons un peu variées, ce qui fait que la plupart, en fait, finalement, parlent hébreu. Et puis après, on a aussi, pas seulement les élèves, mais les gens qui travaillent sur le campus, ben, ouais, ce sont des Israéliens, donc on a en gros partie de l'hébreu, quoi. Tu le sens quand même que quand tu parles pas hébreu, que tu manques quand même une partie de la vie ici sur le campus. Et pour répondre à la question des élèves, c'est aussi très varié aussi. On a des élèves qui veulent entrer dans des grandes écoles. Je pense à une de mes élèves qui a, comment on dirait, apply, qui a fait une demande pour participer à MIT, NYU, Columbia, enfin toutes ces grandes écoles. J'ai une de mes élèves qui serait intéressée à devenir ingénieure, une autre qui veut travailler dans le domaine de la biodiversité et être un spokesperson, genre une porte-parole. Voilà, par rapport à... Enfin, il y a vraiment plein de plans, en fait. Ce sont encore comme des adolescents et ils ont tous leur espérance encore du futur et de ce que ça peut donner. Et c'est vraiment très, très intéressant. C'est très varié. Et puis, il y a aussi plein qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, comme ici, c'est pas forcément la perspective des études tout de suite après le lycée, mais ici, ils doivent passer par leur service militaire. Ils ont encore aussi cette période de temps pour réfléchir à leur avenir. Pour les Israéliens. Oui. Pas les Oui. autres. Pas les Oui, autres. c'est vrai aussi. Gaëlle, vas-y. Oui, moi je voulais savoir, Katia, comment tu étais arrivée, tu étais arrivée à faire cette, comment je veux dire, ce service civique, là-bas à Givat Haviva. Comment tu as été amenée à... Bah, comme je l'ai un peu raconté au départ, c'est vraiment mon amie qui travaille d'ailleurs au kibbutz Rivivim, qui m'a proposé l'idée. Et du coup, j'ai passé les interviews, etc., avec Hadas via Zoom, etc. Et j'en ai appris plus sur l'école. Et donc, du coup, à la fin de mes interviews, on m'a clairement dit, voilà, vous êtes engagé, on sera ravis de vous rejoindre, on sera ravis de vous voir rejoindre l'équipe l'année prochaine. Ça n'a vraiment pas été aussi explosif que ça l'est comme expérience. Au début, je ne savais même pas que c'était vraiment un service civique. Je l'ai appris qu'un peu plus tard dans mes discussions avec Alexandre Vigne et avec mon ami. Oui, parce que c'est dans le cadre du service civique. Voilà. Ça, d'accord. Je ne savais pas justement qu'on pouvait faire le service civique là-bas en Israël. Et ils sont très intéressés maintenant. J'ai une question. Je peux apporter une précision. Je ne sais pas si on m'entend comme ça. Mais, notre association CIE est la première à avoir proposé Israël comme destination de mission de service civique. Est-ce que 2010. Est-ce que je peux poser une question? Et notre association a été agréée en 2011.
Et Israël ne faisait pas partie des pays finalement d'accueil de volontaires en service civique. On l'a proposé et ça a été accepté. Et maintenant, le programme de volontaires en service civique est vraiment parfaitement fonctionnel. Il y a 2 autres associations maintenant qui aussi envoient comme sur des volontaires en service civique, Visa AD et puis l'OSE. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, l'OSE, oui. Et puis la première, c'est quoi? J'ai pas entendu. Visa AD. Visa AD, c'est une association qui est en lien avec la Fédération protestante de France. D'accord, ok, l'OSE, je connais, d'accord. Mais il faut connaître l'anglais parfaitement, en fait, surtout. Nécessairement. Pas nécessairement? Il faut être à l'aise, pouvoir parler, mais ils ne recherchent pas forcément quelqu'un qui est Pour poser une question. fluent. Ils ont juste besoin de savoir que vous pouvez communiquer avec les élèves et avec le reste de l'équipe. Oui. Ah oui. Comment est-ce qu'on fait pour poser une question? Qui est-ce qui voulait poser une question? C'est Daniel? Oui. Je voudrais savoir comment ces élèves de pays si différents ont eu connaissance de Givat Aviva. Parce que Givat Aviva fait de la pub, c'est le mot, de la formation. Et où? Parce qu'il y en a en Afrique, il y en a en Ukraine, en Russie. Enfin, comment est-ce que c'est porté à la connaissance de ces jeunes? Je peux poser une question? Daniel vient de poser une question, on répond d'abord et après ce sera à toi. Bon, pour répondre, en fait, c'est très intéressant. Les élèves, la plupart du temps, c'est les parents ont parlé avec une personne qui connaissait en fait Givat Aviva. C'est vraiment une question de cercle, peu importe de là où ils viennent. Aussi, Givat Aviva organise des spots publicitaires sur Internet, des portes ouvertes chaque année via des portes ouvertes virtuelles en fait. Et donc ça aussi ouvre un peu ce monde à d'autres personnes. Et ouais, en fait, c'est que dès la première année où ils ont commencé à rechercher la manière d'attirer des élèves en fait ici pour cette école qui est encore très jeune. Ils se sont fait des contacts dans les différents pays. Donc, il faut savoir que, par exemple, pour les élèves africains en général, donc, qui viennent de Liberia, donc de Libérie, du Soudan, etc., ce sont des scholarships qui leur sont donnés. C'est-à-dire que l'école paye en grande partie, en fait, leur éducation et leur donne cette opportunité de venir étudier. Et surtout d'avoir le diplôme de l'IB qui est très réputé. Ok. D'accord, ils ont des bourses. Pas tous, mais oui. C'est ça. Renaud avait une question. Renaud, c'est à toi. Est-ce qu'on m'entend comme... Oui. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. J'ai pas l'impression qu'on m'entend. Si? Bon, Si. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a le plus étonné depuis que tu es là, et qu'est-ce qui correspondait totalement à ce que tu attendais? C'est une très bonne question. Je pense que ce qui m'a le plus étonnée, c'est la vie en fait israélienne, qui est pas du tout comme on me l'avait toujours décrite et pas du tout comme qui correspond pas aux attentes que j'avais. Mais c'est voilà, ils grandissent, ils sont toujours encadrés, ils ont tout au long de leur vie, surtout quand ils deviennent adolescents, par exemple, ils ont les youth movements. Donc, on leur apprend très rapidement à être des personnes qui sont responsables. Donc, ils font partie de leur youth movement partout en Israël, etc. Ensuite, donc ça, c'est quand ils sont encore à l'école. Hein. Quand ils ont terminé le lycée, eh ben, ils vont sûrement aller à l'armée ou alors choisir de faire une année sympathique. Enfin, c'est vraiment un cadre de vie qui est totalement différent de nôtre. Et puis, il y a aussi la présence de l'armée ou de tout ça dans la vie. C'est-à-dire que les jeunes se baladent avec leurs uniformes et avec des armes, finalement. Quand tu prends le bus et qu'ils doivent
que eux aussi doivent voyager d'un endroit à l'autre, eh bien, ils doivent poser leurs armes dans le bus, en fait, dans la soute en bas, etc. Enfin, pour eux, c'est quelque chose de normal. Il n'y a pas d'interrogation. Mais pour nous, enfin, en France, c'est tellement peu commun. On le voit quoi dans les aéroports et encore. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus surpris. Et ce qui m'a le moins surpris, peut-être qui était le plus agréable, je pense que c'était juste m'ouvrir à des gens qui venaient de différents univers, de différentes cultures et même totalement différentes de moi. Et juste faire leur rencontre et savoir que genre, si j'étais pas venue en Israël, ben, j'aurais jamais pu voir ça, quoi. C'était vraiment, vraiment incroyable. Encore une question et après j'aurai le mot de la fin. Personne ne veut poser une autre question? Oh, alors, un peu de... Oui, Yael. Je voulais savoir, Chrétien, je voulais savoir si tu as eu l'occasion ou si tu auras l'occasion de voyager un petit peu plus justement en Israël et de découvrir un peu plus le pays, enfin je l'espère. J'ai eu l'occasion un peu. C'est vrai que comme vous comprenez, mon emploi du temps, il est assez... Oui, voilà. Mais j'ai réussi à me libérer quelques week-ends. Je suis allée à Jérusalem à plusieurs reprises. D'ailleurs, pour la dernière petit voyage, j'ai pu aller au ministère des Affaires étrangères dans le cadre du KPC, donc qui organise tout ce qui est l'univers des kibboutz, etc. Donc, Givat Haviva en fait partie. J'ai pu visiter Tel Aviv, Haïfa, Pardes Hana, vraiment pas mal de villes qui m'entourent encore. Mais j'ai tellement de choses que je voudrais aller voir. Vraiment, j'ai une liste incroyable. C'est vraiment un pays je te crois. Très, très intéressant. Je te crois. Tu y vas souvent d'ailleurs, Yael. Bah oui, c'est pour ça. Je sais que c'est très vaste et qu'il y a vraiment des tas de choses à découvrir dans tous les domaines. Non, on pourrait dire que c'est pas vaste, mais qu'on peut découvrir des tas de choses. Voilà. On est d'accord. Alors, moi j'ai deux questions qui concernent l'avenir, l'une pour Ketsia, l'autre pour Alexandre, je ne sais pas dans quel ordre. Ketsia, tu es là depuis quoi, 3-4 mois et jusqu'à quand tu restes là-bas au GHIS? Ta mission se termine quand? Elle se termine le 30 juin. Le 30 juin. Voilà, mais je compte rester un peu justement pour pouvoir voyager et avoir le temps de me poser pour au revoir à mon équipe, ce qui va être très difficile. Est-ce que tu as déjà Ce serait bien de pouvoir te revoir. De rentrer en France. En mai, juin, et peut-être après. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu feras après? Quelques plans, mais pas véritablement. Je sais juste que je vais rentrer en France pour l'année prochaine. Ok. Une question pour Alexandre. J'ai cru comprendre que Givat Haviva serait intéressé par d'autres volontaires pour les années futures. Donc, Kétia, on aura l'occasion de te voir et peut-être d'organiser quelque chose dans un ou deux endroits où il y a des jeunes de ton âge qui pourraient être intéressés par faire ça serait l'occasion de te faire rencontrer des gens dans différents cercles de Paris, de Strasbourg, de Marseille. Allons-y, je suis partante. Oui, donc, Alexandre, est-ce que j'ai bien compris que… Ah, Rosette a une question, pardon. Oui, très, très courte. C'était juste pour savoir, moi je vais en Israël aussi de temps en temps. Je voulais savoir si on peut rendre visite, si on peut aller à l'école et discuter un peu avec les gens ou pas. Ah, mais bien sûr. Sur le campus? Rosette, quand vous avez l'occasion d'aller en Israël, vous me le dites et je vous organise des rencontres d'une journée, de 2 jours, comme vous voulez, avec tout Givat Haviva.
Ok. Et puis, à une conférence antérieure, là, il avait été dit qu'on pouvait on pouvait donner des livres en français, des choses comme ça. Donc, c'est aussi des choses qui sont possibles d'apporter, enfin, d'aller les voir et de leur apporter des livres en français. Bien sûr, bien sûr. Alors, Alexandre, qu'est-ce qui se passera les prochaines années? Est-ce qu'il y a d'autres volontaires qui pourraient prendre la suite de Ketsia? Bien, et Katia a donné vraiment un très bon exemple de ce qu'est une représentante de la France engagée en service civique, à tel point qu'effectivement, nos amis de Givat Raviva pensent que d'autres volontaires françaises seraient, comme elle, très, très bien reçues et pourraient pleinement être épanouies dans le cadre de cette mission. Donc oui, je crois pouvoir dire dès maintenant que nous aurons la possibilité, la chance et l'honneur de pouvoir envoyer 2 autres volontaires à partir de la rentrée de septembre, voilà, pour prendre la suite de Ketsia, qui travaille beaucoup pour 2 personnes au moins et qui a bien besoin, effectivement, je crois, qui aurait bien besoin aussi d'avoir un appui supplémentaire, tellement l'engagement est important. Bien, excellente nouvelle. Bravo. Et nous sommes ravis que l'association des amis de Givat Raviva France puisse nous accompagner, nous épauler et aider, bien sûr, nos volontaires là-bas à mieux s'intégrer et en tous les cas à être toujours présents pour bien les accompagner durant cette mission qui n'est pas simple. Moi, je félicite vraiment Ketsia pour son adaptation exceptionnelle. C'est vraiment un bon exemple et j'espère que ce sera toujours le cas. Mais c'est jamais simple, évidemment, que d'apprendre une nouvelle langue, l'hébreu. J'imagine que tu as commencé, Ketsia, un peu à apprendre l'hébreu. Et puisque c'est la langue obligée, hein, tu as bien dit, effectivement, même en parlant très bien anglais, il faut quand même apprendre l'hébreu. C'est jamais simple de s'adapter comme ça dans une nouvelle culture. Et donc, on a bien besoin, effectivement, des amis de Givat Raviva France pour peut-être même les aider à se préparer au départ si vous pensez que ça peut être une possibilité, Marc Alain, alors on serait ravis. Tout à fait. Heureusement, nos amis israéliens font très bien les choses, c'est-à-dire que Monsieur a un partenaire en Israël qui s'appelle le KPC, le Kibbutz Program Center, et qui accompagne les volontaires et répond à leurs problèmes s'ils se posent, évidemment. Mais vous avez raison, parfois, au bout de quelques semaines, quelques mois, d'ailleurs, c'est valable pour toute forme de volontariat, quel que soit le pays d'accueil, le volontaire, d'ailleurs comme tous les ressortissants français qui vivent quelque temps à l'étranger, hein, ce qu'on appelle les expats, vivent toujours une période de solitude à un moment donné, de manque, hein, parce que les petites habitudes que l'on a au quotidien finissent par vraiment manquer à un moment donné. Et donc, c'est une période un peu difficile parce que ça peut être une période de fragilité, vraiment, qui s'exprime de différentes façons, qui peut aller même parfois jusqu'à pousser le jeune à prendre un peu trop d'alcool ou des drogues éventuellement. Donc, ça peut être une période de fragilité difficile à vivre. Et donc, à ce moment-là, effectivement, vous avez tout à fait raison. Avoir un parrain, une marraine, en fait, en tous les cas, une correspondante française en Israël pourrait être une très bonne chose, effectivement. Ouais. OK. Eh bien, je pense qu'on est arrivé là à 21h, l'heure qu'on libère Ketsia. On te remercie vraiment beaucoup de cette heure que tu as passée avec nous. Ça a été passionnant d'un bout à l'autre. Et on te souhaite bonne continuation et j'espère te voir au mois de mai, si ce n'est avant, mais au mois de mai au moment de la conférence. J'irai là-bas et peut-être d'autres membres de notre conseil seront là-bas. Occupe-toi bien de tes jeunes, toi qui es jeune. Voilà. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant de partager mon expérience et d'avoir des gens qui étaient très attentifs. Je vais devoir vous quitter parce qu'il faut que j'aille commencer mon shift, qui est maintenant 22h.
jusqu'à 1h du matin d'ailleurs, voilà, comme je vous parlais. Mais c'était vraiment super de pouvoir partager avec les uns et les autres et j'espère vraiment vous voir, même en France, hein, quand je rentre, avoir l'occasion de rencontrer les uns et pouvoir vraiment parler de toute mon expérience à ce moment-là. Voilà. Merci et bon courage. Voilà. Au revoir. Au Merci revoir à tout le tous. monde. Et bravo revoir. Marc-Alain et bravo Ketsia. שלום Merci. להתראות לכולם. תודה רבה. תודה. תודה, Bye שלום. bye. Bye. Shalom. ביי ביי. להתראות. להתראות. להתראות.